Depuis 2004, l'association Yad Inunum, présidée par le père Patrick Desbois, mène des interviews en Ukraine, en Russie, Biélorussie, Pologne et Moldavie, de témoins des fusillades des Juifs et des Tziganes, perpétrées par les nazis et leurs collaborateurs, les Einsatzgruppen, les bataillons de police dont vous avez parlé tout à l'heure. Et nous répertorions les sites d'exécution. Il s'agit de retrouver les lieux où furent enterrés les corps des victimes juives et roms, et rétablir leur mémoire, leur histoire. Le postulat de notre association est que la plupart de ces fusillades eurent lieu de manière publique, en bordure des villages, le long des routes, au milieu des champs du kolkhoz. À ce jour, nous avons récolté plus de 3000 témoignages sur les anciens territoires occupés de l'Union soviétique et de la Pologne. Et nous avons répertorié plus de 1000 sites de fusillades. Et actuellement, nous avons une équipe qui se trouve en Moldavie, dans la région d'Oreille et de Kishinev, et une autre qui part demain pour les régions de Jitomir et de Kiev en Ukraine. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous une sorte de point sur les recherches en cours de l'association Yad Inunum sur la Shoah par balle. Il s'agit surtout de présenter les questionnements, les réflexions, les hypothèses que nous formulons tout au long de nos investigations en Europe de l'Est. Comme vous pouvez le constater sur la carte, nos séjours de recherche sur le terrain sont loin d'être terminés. Nous tâchons de nous entourer de spécialistes de la Shoah à l'Est, mais aussi d'historiens de l'Union soviétique, à l'occasion de workshops, de colloques. Et nos interrogations évoluent sans cesse au gré des apports scientifiques et au gré de nos séjours de recherche. À ce jour, l'une des problématiques sur laquelle nous nous interrogeons le plus est celle de la réquisition, des réquisitionnés, thème qui peut faire aujourd'hui écho au terme de travailleurs forcés de la mort qu'on évoque aujourd'hui. Donc, voici où en sont nos réflexions, nos hypothèses, nos questionnements sur ce sujet complexe. Qui sont les réquisitionnés ? Ce sont ces villageois qui, la veille de la fusillade, creusent à la demande des Allemands et des autorités locales, du starost ou des policiers locaux, au moyen de leurs pelles, la fosse pour les victimes. Ce sont ceux qui, au cœur de la fusillade, jettent des pelletées de terre sur les personnes fusillées. Ceux qui déplacent la planche prise dans leur ferme, en travers de la fosse, cette planche sur laquelle avancent les victimes avant que les tireurs ne fassent feu. Ceux qui, à la fin des tirs, comblent la fosse, jettent de la terre sur des victimes parfois seulement blessées, condamnées à étouffer dans la boue et le sang des fusillés. Ce sont aussi ceux qui amènent leurs chariots sur le site de l'exécution et qui y chargent les biens des victimes laissés en tas après que les policiers et les Allemands se soient servis des meilleures affaires. Ce sont aussi ceux qui, le soir, rapiacent les vêtements des morts pour ensuite les vendre aux enchères, sous autorité de l'occupant et de l'administration locale. Il y a aussi ceux qui, pendant la fusillade, à la demande des Allemands, cuisinent, servent à manger et à boire aux bourreaux, à 2 pas de la fosse. Cette question est extrêmement complexe et elle a donné lieu à un workshop organisé par Yad Inunum il y a 2 ans avec des spécialistes justement de l'Union soviétique. Car la question est comment nommer ces réquisitionnés ? Comment qualifier leur rôle, leur implication dans le crime ? Il est question aujourd'hui de travailleurs forcés de la mort. Peut-on qualifier de forcés ces locaux qui prêtèrent leurs mains pendant une journée de génocide de leurs voisins juifs dans leur village, ces locaux qui assistèrent les Allemands dans le processus exterminateur? Ces villageois agirent sur ordre de l'administration locale, elle-même sous le joug de l'occupant allemand. Mais était-il possible de refuser? Doit-on voir cette réquisition comme un us et coutume de l'époque soviétique d'avant-guerre, dont les Allemands se seraient servis justement pour organiser le génocide? Effectivement, c'est une question très complexe que celle de l'origine et de l'initiative de la réquisition. En Union soviétique, la réquisition de villageois à des travaux à effectuer pour la communauté existait bien avant la Seconde Guerre mondiale. La réquisition était l'une des bases de la vie collectiviste en tant que travaux effectués au service de la communauté.
Les réquisitionnés représentaient ainsi le maillon le plus bas de l'administration soviétique. Dans de nombreux kolkhozes avant-guerre, il y avait la fonction du brigadier. Cette personne qui pouvait frapper le matin à la porte d'un villageois et l'emmener au travail ou l'assigner à une tâche ponctuelle. Certains villages étaient également dotés de disyatniki. Un disyatnik est un responsable nommé pour 10 maisons. Le chef du Sel-Soviet transmettait ses ordres au disyatnik, ensuite chargé de le communiquer aux 10 foyers dont il avait la charge. Dans une certaine mesure, le disyatnik remplissait aussi le rôle du brigadier pour emmener les villageois au travail. D'après ce qu'ont pu nous dire les spécialistes de l'Union soviétique, au moins depuis les années 30, la réquisition était un phénomène tout à fait commun dans le paysage rural soviétique. Mais la question est toujours, était-il possible de s'y soustraire? Et que risquait-on si on s'y soustrayait? Donc c'est toujours une question ouverte et nous continuons à nous interroger dessus. Par ailleurs, 2 événements majeurs ayant profondément marqué les mentalités de ces villages ukrainiens, russes, sont à prendre en compte dans l'étude de la réquisition d'avant-guerre et la manière dont elle se déroula sous l'occupation allemande. Ainsi, lors de la grande famine qui sévit en 1932-1933, les populations de l'Ukraine et du sud de la Russie connurent la mort en masse. Et il semblerait que les gestes que ces populations ont accomplis alors à cette période se répétèrent par la suite lors des fusillades massives perpétrées par les nazis. Par exemple, lors de la Grande Famine, les cadavres éparpillés dans le village étaient régulièrement recueillis par des civières portées par des locaux encore robustes et qui les enterraient dans une fosse commune préalablement creusée au cimetière. D'autre part, autre phénomène majeur des années 30 pour ces campagnes, la dékoulakisation. Quand les dékoulakisés furent chassés hors du village ou déportés, il ne fut apparemment pas rare que des ventes aux enchères des biens du koulak aient lieu. Ce système de vente, dans sa mise en place au niveau local, semble concerner plus tard les affaires des Juifs fusillés dans un schéma similaire d'organisation. Lorsque les troupes allemandes envahirent l'Union soviétique en juin 1941, ces territoires avaient déjà connu la mort en masse, la disparition de personnes du village abandonnant leurs biens, et ses habitants avaient déjà, semble-t-il, des réflexes, des coutumes, quant à l'attitude à adopter face à de tels événements. Autre question concernant avant l'invasion de l'Union soviétique, avant l'opération Barbarossa. Est-ce que les Allemands ont eu connaissance de ce système soviétique de réquisition? On pourrait penser que oui, effectivement. Car lorsque les Allemands ont mis en place les Einsatzgruppen juste avant l'opération Barbarossa, ils eurent recours à de nombreux Volksdeutschen, ces colons allemands issus de l'Union soviétique, essentiels pour assurer les fonctions d'interprètes et pour partager leurs connaissances du terrain. Les Einsatzgruppen et les autres unités de tuerie de la SS firent preuve, dans l'organisation du génocide des Juifs en Union soviétique, d'une grande capacité d'adaptation, d'improvisation et d'initiative que leur caractère mobile nécessitait. À l'arrivée des troupes allemandes dans les villages soviétiques, un starost était désigné, une sorte de maire qui devient l'interlocuteur des occupants, ces occupants allemands qui leur transmettaient les ordres à effectuer. Autre pivot de l'occupation allemande, le chef de la police locale. Mais pour en revenir à la réquisition, la question se pose. Lorsqu'une fusillade est décidée, qui prend l'initiative de réquisitionner les locaux? Les Allemands? Ou bien les Allemands ne font que transmettre l'ordre au starost ou au chef de la police de creuser une fosse, laissant libre à eux de décider des moyens? Toutefois, l'action d'aller chercher le villageois chez lui pour la réquisition sous l'occupation allemande semble très largement le fait du starost, du policier ou bien des disyatniki. Un chef de la police de Snov, petit village dans la région de Minsk, du nom de Korolev, a détaillé la préparation d'une fusillade lors de son procès mené par le KGB en 1970 à Minsk. Je cite. À l'été 1942, le chef de la gendarmerie de Nesvij, Miller, et le chef de la police, Senko,
quelques policiers et d'après moi quelques collaborateurs du SD de Baranovici arrivèrent en véhicule à Snov, où les deux derniers m'ordonnèrent de me préparer à partir et de les accompagner. Nous roulâmes jusqu'à la forêt de Malevo. Cela se déroulait le soir. Dans la forêt, un des Allemands désigna un endroit et ordonna d'y creuser une fosse. Un délai fut fixé jusqu'au lendemain, après qu'il a donné les dimensions qu'il mesurait avec ses pieds. Les Allemands proposèrent de prendre des habitants locaux pour le creusement de la fosse. Comme le village d'Eskivici était le plus proche, c'est-à-dire environ 2 km, j'envoyais les policiers là-bas pour prendre des gens. Ils amenèrent environ une trentaine de personnes, qui creusèrent la fosse jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, Miller, Verres et 2 Allemands du SD de Baranovici, ainsi que Senko, apparirent sur le lieu où la fosse a été creusée. Et ensuite, les Allemands et les policiers locaux ont procédé à l'acheminement des victimes jusqu'à la fosse et à la fusillade. Lors des préparatifs de la fusillade, l'initiative de la réquisition de locaux apparaît avoir été le fait des Allemands, dans ce cas-là à Snov. En tout cas, ce cas de Snov nous montre que les bourreaux pouvaient apparaître de manière ponctuelle dans l'organisation de la fusillade. À Snov, ils arrivent le soir, transmettent des ordres pour le lendemain, repartent, tandis que les réquisitionnés creusent une partie de la soirée et peut-être de la nuit, et ensuite les Allemands reviennent le lendemain matin pour effectuer la fusillade. Que l'initiative soit venue des occupants allemands ou de l'administration locale, la réquisition permettait sans doute aux tueurs une rapidité et une mobilité d'action. Ils ne firent pas seulement appel à la population locale pour creuser la fosse, mais aussi pour toutes sortes de tâches, de travaux manuels, sur la site de la fusillade ou en parallèle de l'exécution. À ce jour, nous travaillons toujours à tenter d'éclaircir la question de la diversité de ces réquisitions. D'après nos recherches en cours sur le terrain, nous avons pu constater qu'une exécution de juifs ne se déroulait pas de la même manière d'un village à l'autre. L'environnement local, le nombre de victimes, le nombre de bourreaux disponibles, leur expérience, le climat, la saison, autant de paramètres qui modifiaient le déroulement d'une fusillade d'un lieu à l'autre. En revanche, la réquisition est une donnée que nous avons régulièrement rencontrée. En voici alors quelques exemples. Nous nous sommes rendus l'année dernière en Biélorussie, dans l'actuelle région de Brest. Dans certains cas, il est apparu que les combleurs de la fosse étaient présents pendant tout le temps de la fusillade avec leurs pelles et jetaient de la terre sur les victimes et comblaient la fosse après l'exécution. Ce fut le cas de ce monsieur ici, Mikhail Antonovitch, né en 1924. Il habitait donc à Liachovici, dans la région de Brest. Un matin, sous l'occupation allemande, des Lettons, auxiliaires SS des Allemands, frappèrent à sa porte et à celle d'autres villageois en leur disant « comme », et en leur ordonnant de prendre leurs pelles. Une 50aine d'hommes avaient été réquisitionnés de la sorte. Mikhail témoigne, je cite, « Il ne nous disait pas pourquoi faire. Nous avions peur parce qu'ils pouvaient tous nous tuer. On les conduisit en camion jusqu'au site de la fusillade où on fusillait les Juifs du ghetto de Liachovici. Les Lettons, sur ordre des Allemands qui ne faisaient que passer sur le site de la fusillade pour superviser l'action, les Lettons fusillaient les Juifs au bord d'une fosse. Le témoignage de Mikhail se poursuit. Les bourreaux plaçaient un premier rang de victimes, les fusillaient, puis on plaçait le groupe suivant et ainsi de suite. Dès que 4 couches de cadavres étaient formées, nous, on les recouvrait de terre. Puis les victimes suivantes arrivaient et étaient fusillées. Mikhail assista ainsi à toute la fusillade, disposant du sable entre les couches de cadavres. Il se souvient des paroles des Lettons qu'ils ont adressées aux réquisitionnés. « Couvrez bien les Juifs de terre pour que les chiens ne les déterrent pas. » Les fusillades ne se déroulèrent pas systématiquement au bord d'une fosse. Parfois, la fosse fut creusée plus tard, ou bien le tas de cadavres fut recouvert de chaux. Dans les cas présentés, les policiers locaux et l'administration firent appel à des villageois pour s'occuper là aussi des cadavres.
Ainsi, à Kislavichi, dans la région de Smolensk, Anna Alexandrovna, née en 1928, assista à la fusillade des Juifs du village depuis une hauteur qui donnait sur le ravin. Là où elle se trouve sur la photo, c'est exactement à l'emplacement où elle se trouvait quand elle assistait à la fusillade des Juifs de Kislavichi. En fait, sa maison se trouve sur la colline qui domine le ravin que vous pouvez voir en contrebas, là où se trouvent les arbres. Et elle a entendu les tirs. En fait, les quelques 1000 Juifs du village ont été amenés par les policiers locaux dans ce ravin qui est une sorte de gorge fermée, et on le voit encore actuellement. Il n'y a qu'une seule entrée, en fait, dans ce ravin. C'est un cul-de-sac au bout. Et les policiers ont donc rassemblé tous les Juifs ici. Seulement 2 Allemands se sont mis à l'entrée du ravin avec 2 mitrailleuses pour empêcher les Juifs de s'enfuir. Les policiers se sont disposés sur les collines, eux aussi avec des mitrailleuses, et ont tiré de manière complètement aléatoire sur les Juifs du village. Et donc, Anna Alexandrovna, elle était très jeune à l'époque, et elle est sortie de chez elle pour justement assister à la fusillade. Et sa mère l'a surprise en train de regarder tapis dans l'herbe depuis la colline. Et sa mère a décidé de l'attacher à son lit dans sa chambre pour qu'elle ne puisse pas y retourner. Mais libérée par son frère, qui lui aussi, enfant, était curieux de voir la fusillade, l'a libérée et ils y sont retournés. Et elle a pu donc ainsi nous décrire l'exécution. Les Juifs furent donc fusillés à la mitrailleuse et les corps furent laissés ainsi, jonchant le sol, sans aucune fosse. 2 jours plus tard, en raison de l'odeur épouvantable, les policiers réquisitionnèrent des villageois pour creuser une fosse et recouvrir les cadavres de chaux. Mais les creuseurs et les combleurs ne furent pas les seuls réquisitionnés présents sur le site pendant l'exécution. Ce fut le cas à Ingoulet, dans la région de Dnepropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, le cas de Yevgeny. Yevgeny est né en 1926. Voici son témoignage. Un jour, les Allemands et les policiers ont amené tous les Juifs dans le bâtiment du théâtre. Tôt le matin, le brigadier est venu me voir à la maison. À cette époque, je travaillais auprès des chevaux. Je labourais la terre. Le brigadier me dit d'atteler les chevaux au chariot et de me rendre devant le théâtre. On annonça aux Juifs qu'ils devaient porter leurs affaires et les objets de valeur car ils allaient partir. Nous sommes arrivés devant le théâtre. Il y avait en tout 5 chariots. Les Juifs ont chargé leurs affaires sur les chariots. Ensuite, on les a alignés en colonnes. C'est le schéma que vous voyez ici. Yevgeny suivit la colonne des Juifs avec son chariot. La colonne atteignit un ravin naturel dans lequel 2 grandes fosses avaient été creusées. Voici Yevgeny qui nous montre le site actuel. Arrivés là-bas, les Juifs durent se déshabiller entièrement et ils furent fusillés à la mitrailleuse. Yevgeny vit toute l'exécution. Il attendait avec son chariot la fin de la fusillade sur ordre des Allemands pour saisir les vêtements que les victimes avaient ôtés juste avant la fusillade. On ordonna ensuite à Yevgeny et aux autres réquisitionnés d'amener les affaires dans l'église, transformée alors en entrepôt. Autre exemple, à Romanivka, importante colonie juive avant la guerre, dans la région de Mykolaïev, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Là-bas, nous avons rencontré Anna Pavlovna, témoin de la fusillade des Juifs de son village. Je cite. « Je me souviens que les Allemands avaient réquisitionné ma tante pour leur faire la cuisine. Ils ne voulaient pas manger des petits morceaux de viande, il en fallait des gros. Ensuite, les uns fusillaient les Juifs, les autres mangeaient et buvaient. Puis, ceux qui avaient mangé allaient continuer à fusiller les Juifs pendant que ceux qui les fusillaient avant allaient manger. » Elle nous raconte ensuite que le lendemain, après la fusillade et le départ des Allemands, les policiers locaux organisèrent une vente des biens juifs fusillés. L'école servit alors de marché, ce jour-là. Je cite toujours le témoignage d'Anna Pavlovna. « Dans chaque classe, il y avait des choses différentes. Dans l'une, il y avait des vêtements de femmes, dans l'autre, des vêtements d'hommes. Ils avaient sélectionné des jeunes du village pour faire le tri des vêtements.
Les meubles se trouvaient dans la cour de l'école. Ils ont réquisitionné des gens pour les apporter en chariot et les décharger dans la cour. Cela a duré 3 jours. Le village était très grand, il y avait plus d'1 millier de maisons à vider. Et les gens venaient acheter des chaises, des tables, des armoires. Ainsi, à Romanivka, la réquisition se poursuit après la fusillade, pendant encore quelques jours, quand on vend les biens des victimes qui s'éparpillent dans les maisons des autres habitants. En quelques jours, à Romanivka, importante colonie juive d'avant-guerre, les Juifs furent fusillés et enterrés dans des fosses communes, leurs maisons occupées et leurs biens vendus. Yevgeny, que nous avons vu tout à l'heure, qui était réquisitionné avec son chariot pour transporter ses biens, s'était rendu sur le site de la fusillade avec un chariot. Ce chariot, c'était celui du kolkhoz. Et je cite, « C'était un chariot que l'on utilisait pour transporter habituellement les meules de blé. » Ainsi, pour une journée de fusillade, le chariot est détourné de son usage habituel. Il transporte les affaires des Juifs du village fusillé. Le lendemain, il redeviendra l'un des chariots du kolkhoz. Et cela, justement, nous fait nous pencher constamment lors des voyages de recherche sur la question de l'ancrage de la fusillade dans la ruralité soviétique. Dans ces villages soviétiques où eurent lieu des fusillades de Juifs, ces fusillades, semble-t-il, ont été organisées de manière artisanale, c'est-à-dire que les Allemands et leurs collaborateurs, les starosts, les policiers, durent faire preuve d'initiative, d'une certaine improvisation. Il fallait, en quelque sorte, improviser avec les moyens disponibles sur place, les villageois, les chariots, les planches. Le rôle des réquisitionnés semble avoir été très important dans la mise en place du génocide des Juifs par les nazis en Union soviétique et surtout dans les villages. Cette main-d'œuvre pour l'exécution pouvait garantir la mobilité des tueurs qui trouvèrent dans chaque village des petites mains pour effectuer les tâches nécessaires. Creuser la fosse, la combler, utiliser les chariots du village pour transporter les biens des victimes, cuisiner pour les bourreaux. Les locaux, finalement, pallièrent le manque d'Allemands disponibles sur place et le manque de temps dont ils disposaient pour effectuer une fusillade dans un village en une journée. De la veille au jour de la fusillade jusqu'au soir, la journée génocidaire dans les villages que je vous ai présentés fut parsemée de tâches effectuées par les réquisitionnés. Le soir, lorsque les bourreaux SS regagnèrent leur quartier dans la ville proche, les villageois achevaient de combler la fosse sous le regard des policiers. Ces réquisitionnés, finalement, sont intervenus avant, pendant et après l'exécution. La réquisition, donc, ne datait pas de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais nous continuons toujours à nous interroger sur son statut sous le régime soviétique d'avant-guerre. Mais ces villageois étaient-ils forcés pour autant, ou bien croyaient-ils l'être? Et l'étaient-ils sous le régime soviétique? Lorsqu'on leur demanda de creuser une fosse, savaient-ils qu'elle était destinée à tuer leurs voisins juifs? Ou bien ces villageois, ces réquisitionnés, n'ont-ils fait que reproduire des gestes familiers, comme le creusement d'une fosse silo pour conserver les pommes de terre? Ces réquisitionnés ne firent-ils qu'accomplir des gestes coutumiers, habituels, quotidiens pour eux, des gestes dont la finalité fut, pour une journée de génocide, détournée de son usage initial? Peut-on affirmer qu'ils ne furent pas rémunérés d'une manière ou d'une autre pour leurs tâches? Peut-on affirmer qu'aucun d'entre eux ne saisit une paire de chaussures, un manteau appartenant à une victime? Ces questions restent toujours ouvertes et constituent un de nos points d'intérêt majeurs et d'interrogation. Les fusillades des Juifs dans les villages d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie semblent profondément ancrées dans la ruralité. Le lendemain du massacre, les chariots utilisés la veille pour transporter les biens des victimes retrouvèrent leur fonction initiale d'acheminer les produits de la ferme. La planche, posée la veille en travers de la fosse, retrouva sa place dans une grange. Ces villageois, creuseurs, combleurs d'une journée, continuèrent leur vie paysanne. La vie se poursuivait, comme si les Juifs du village, en une journée, avaient été engloutis par la ruralité
et que le lendemain d'une exécution, il ne restait plus de traces de leur existence. Ces villageois réquisitionnés appartiennent à une zone floue du génocide sur laquelle nous ne cessons de formuler des hypothèses. La question de leur statut dans le crime, dans le génocide, est toujours ouverte. On peut se demander si, sans l'implication de ces réquisitionnés, le génocide des Juifs et les fusillades des tziganes sur les territoires soviétiques occupés auraient été si rapides et s'ils auraient pris cette ampleur. C'est une question complexe et ouverte sur laquelle nous revenons toujours sans cesse dans nos recherches et que nos équipes sont encore en train d'étudier dans les régions respectives où elles se trouvent. Merci.